Salut les P1, je m'appelle Salma, je suis en deuxième année de pharmacie à la faculté d'Orsay et aujourd'hui c'est moi qui vais me charger du cours sur les acides bases. Alors personnellement c'était un cours que j'aimais bien en P1 parce que en vrai, faites pas l'impasse dessus, je trouve que c'est des points faciles à gratter au concours. Si vous maîtrisez les méthodes, le cours et les QCM, franchement, il y a zéro raison pour que vous ratiez les exercices au concours. Donc vraiment, je vous conseille de les apprendre, de travailler le cours pendant ce semestre. Avant de commencer, on va définir les termes importants du cours. La plupart des espèces que vous trouverez dans ce cours font partie de la famille des électrolytes. Alors, qu'est-ce qu'un électrolyte? C'est une substance formant des ions lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau. Donc, par exemple, vous allez trouver les acides, les bases, les sels, etc. Là, on va commencer par définir les termes acides et bases selon trois définitions importantes. On va commencer selon Arrhenius. Donc, un acide est une substance capable de céder un proton H+ en solution aqueuse. Donc là, on vous donne un exemple avec l'acide chlorhydrique, HCl. Donc là, on a la demi-équation. HCl qui donne H+ plus Cl-. Donc on a une demi-équation, donc on met toujours un égal entre les deux parties de la demi-équation. Là vous avez l'acide chlorhydrique, HCl, et là vous avez sa base conjuguée, Cl-. Et là vous avez le proton H+, qui a été cédé par l'acide. Donc comme vous l'avez vu, l'acide a donné deux ions, ce qui correspond à la définition d'un électrolyte. Après, pour ce qui est de la définition de la base selon Arrhenius, on nous dit que c'est une substance qui est capable de libérer un ion hydroxyde OH-. Donc là, on a l'exemple de l'hydroxyde de sodium, NaOH, qui est une base et qui va donner Na+, plus OH-. Donc là, on a OH- qui a été libéré par l'hydroxyde de sodium. Deuxième définition, c'est selon Bronsted et Lowry. Là, on nous dit qu'un acide est une substance capable de céder un proton H+. On dit que c'est un donneur de protons. Donc pareil, c'est la même définition que selon Arrhenius. Donc là, on a l'exemple avec l'ion ammonium qui va donner le proton H+, plus NH3. Et sinon, la base, là, on nous dit que c'est un accepteur de protons. Donc selon Arrhenius, on nous disait qu'il libérait juste un ion OH-. Là, on nous dit qu'il va accepter le proton que va lui céder son acide. Donc là, vous voyez, en fait, c'est les deux demi-équations, mais dans des sens différents. Là, vous avez la base NH3 qui va accepter le proton H+, qui lui a été cédé par NH4+. Donc, en gros, on peut dire qu'une réaction acide-base, c'est un échange de protons H+. On retrouve également un aspect structural dans la définition de Bronsted et Lowry. Alors on nous dit qu'on reconnaît un acide parce que c'est un H porté par un atome plus électronégatif. Là on a l'exemple de HCl, donc l'hydrogène qui est porté par un ion, donc là le chlore plus électronégatif. Sinon, on nous dit aussi que qu'on peut le reconnaître par la présence d'une charge positive. Donc là, par exemple, pour l'ion ammonium, on peut voir une charge positive.
Pour ce qui est de la base, on reconnaît soit par le fait qu'il n'y ait pas de charge du tout, soit par le fait qu'il y ait une charge négative. Donc là, on a NH3 qui n'a pas de charge du tout, ou alors une charge négative. Là, c'est allemand. On voit qu'il y a une charge négative. Alors, troisième définition, c'est selon Lewis. Là, ça va être une définition plutôt structurale. On nous dit qu'un acide est capable de recevoir un doublet d'électrons et qu'une base est capable de donner un doublet d'électrons. Donc, on a ici l'exemple. Là, vous avez la base et là, vous avez l'acide. Donc là, la base, là, l'acide. Là, vous pouvez voir que la base a un doublet d'électrons, ici. Et ici, l'acide a une lacune électronique, donc il lui manque des électrons. Elle est électrophile et la base est nucléophile. Elle va venir donner ces électrons à l'acide. Et on peut dire du coup qu'une réaction d'acide-base, c'est un échange de doublets. Maintenant qu'on a vu les trois définitions, des acides-bases, on va voir ce qu'est un ampholyte. Alors un ampholyte, c'est une espèce possédant à la fois les propriétés d'un acide et d'une base. Vous allez trouver plusieurs exemples d'ampholytes, soit dans votre cours, soit dans les différents QCM que vous allez faire pendant le semestre. Mais là, l'exemple qu'on va prendre, ça va être l'exemple le plus commun, entre guillemets, c'est celui de l'eau, H2O. Donc comme vous pouvez le voir, H2O est dans deux couples acide-base différents. Donc là, en tant qu'acide, vu qu'il est vu qu'il est le premier dans le couple acide-base, ça veut dire qu'il a la place de l'acide. Et là, comme il est en deuxième dans le couple acide-base, il prend la place de la base. Donc première demi-équation, c'est celle du premier couple, celui-ci. Donc H2O qui donne H++ plus OH-. OH- ici, c'est la base conjuguée de H2O et H2O l'acide. Deuxième demi-équation, c'est avec H3O+, qui va donner H2O plus H+. H3O+, ici, va être l'acide de H2O. Donc comme je vous ai dit, il y a d'autres exemples comme HCO3-. Voilà, vous verrez les autres exemples, mais c'est toujours le même principe. Alors, l'eau, c'est les deux demi-équations de l'eau vont, quand on va les additionner, donner une équation comme celle-ci, une équation qui est l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau. Donc on a deux H2O qui vont donner H3O+, plus OH-. Et à cet équilibre d'autoprotolyse va être associée une constante de dissociation Kd. Ici, vous avez la formule de Kd, donc la concentration molaire de H3O+, multipliée par la concentration molaire de OH-, le tout divisé par la concentration molaire de H2O au carré. D'autres constantes sont associées à cet équilibre d'autoprotolyse, notamment le produit ionique de l'eau, Ke, qui est égal à 10 puissance moins 14. Donc vous pouvez trouver juste ici la constante, Ke, le produit ionique. Donc je vous ai mis ici sur le diapo la démonstration du produit ionique de l'eau. Donc comment est-ce qu'on trouve que Ke est égal à 10 puissance moins 14 ? Alors tout d'abord, on nous dit que dans l'eau pure, donc à 25 degrés Celsius, la concentration molaire de H3O+ est égale à la concentration molaire de OH-, et les deux sont égales à 10 puissance moins 7 mol par litre moins 1. Donc mol par litre, pardon. Si on considère que le produit Kd multiplié
par la concentration molaire au carré de H2O est constante, on va pouvoir définir le produit ionique de l'eau. Donc là, on vous dit que KD, donc ici là, c'est KD, multiplié par la concentration molaire au carré de H2O est égal à une constante, donc la constante qu'on va appeler KE. Donc là, vu qu'on a multiplié les deux, on peut simplifier et ça va nous donner KE est égal à la concentration molaire de H3O+, multipliée par la concentration molaire de OH-. Et du coup, les deux, c'est 10 puissance moins 7 multiplié par 10 puissance moins 7. Et ça fait 10 puissance moins 14. Et on trouve ici que KE est égal à 10 puissance moins 14. Et associé à KE, on a aussi le PKE qui est égal à moins log de KE et qui est égal à 14. Maintenant, on va passer à une autre définition qui est très importante, c'est le concept de pH. Alors, qu'est-ce que le pH? C'est le potentiel hydrogène et c'est ce qui va permettre d'évaluer le taux d'acidité ou de basicité d'une solution, d'une substance. Donc la formule initiale du pH, c'est pH égale à moins log de l'activité de H3O+. Avec, on nous dit, l'activité de H3O+, c'est égal au coefficient d'activité de H3O+, multiplié par la concentration molaire de H3O+. Donc si on remplace dans la formule pH égale à moins log de l'activité de H3O+, on trouve que pH égale à moins log du coefficient d'activité de H3O+, multiplié par la concentration molaire de H3O+. Or, on sait que quand la solution est diluée, le coefficient d'activité est toujours égal à 1. Et dans les exercices de la prof, les solutions sont toujours diluées. Ça, c'est à savoir vraiment les solutions dans tous les exercices, dans tous les QCM de la prof, au concours, dans les TD, tout ça, vous aurez toujours une solution diluée. Donc le coefficient d'activité sera toujours égal à 1. Donc la formule que vous devez impérativement retenir, c'est pH égale à moins log de la concentration molaire de H3O+. Ça vraiment, c'est à apprendre par cœur. Et aussi, vous devez apprendre que la concentration molaire de H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. Alors ici, vous avez l'échelle de pH. C'est à apprendre par cœur, c'est pas très compliqué. Vous devez juste savoir que quand le pH est égal à 7, la solution est toujours neutre. Quand le pH est supérieur à 7 et qu'il est inférieur à 14, il est basique, et quand il est entre 0 et 7, il est acide. Et l'échelle de pH est toujours entre 0 et 14. Donc si par exemple dans votre QCM ou dans vos calculs, vous trouvez un pH supérieur à 14 ou inférieur à 0, vous avez forcément fait une erreur quelque part. Parce que c'est pas possible, c'est toujours entre 0 et 14. Alors comme on l'a dit précédemment, les acides et les bases sont des électrolytes qui vont réagir dans l'eau. Et on va voir comment est-ce que ça se fait que ces substances, ces espèces réagissent dans l'eau. Comment est-ce que ça marche? Alors comme on l'a dit précédemment, H2O est un ampholyte, du coup peut réagir en tant qu'acide ou en tant que base en fonction entre guillemets de sa situation. On a vu qu'un acide était capable de céder un proton et qu'une base était capable de capter le proton, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais les deux définitions qu'on va utiliser dans ce cours, c'est celle de Bronsted, donc selon Bronsted, et celle selon Lewis. Donc c'est ces deux qu'il faut maîtriser pour le cours. Donc là, on va voir, par exemple,
Donc là, on va voir par exemple quand H2O va réagir en tant qu'acide avec une base. Donc oui, on fait toujours réagir une base avec un acide, jamais une base avec une base ou un acide avec un acide. Là, on a la base du couple, donc A-, qui va réagir avec H2O en tant qu'acide. Et comme on peut le voir, donc H2O va en tant qu'acide céder son proton H+ à la base A-, ce qui va donner l'acide conjugué HA et va donner la base conjuguée de H2O au H-. Ici, H2O va réagir en tant que base. Elle va capter le proton H+ qui a été cédé par HA et va donner du coup la base conjuguée de HA avec l'acide conjugué de H3, l'acide conjugué de H2O, H3O+. Un acide, quand il va réagir avec l'eau, on va lui associer une constante d'équilibre qui est Ka. Donc Ka, vous avez la formule juste ici qui est à apprendre par cœur, vraiment maîtriser à fond. C'est la concentration molaire de H3O+, multipliée par la concentration molaire de la base, divisée par la concentration molaire de l'acide. Ça, vraiment, ça à apprendre par cœur. Et vous devez aussi apprendre que, associé à Ka, vous avez la constante pKa qui est égale à moins log de K. Ça, vraiment, maîtriser à fond. Je sais, je me répète, mais vraiment, il faut le savoir. Vous avez aussi, donc, pour une base qui va réagir dans l'eau, vous avez la constante d'équilibre Kb qui est égale à la concentration de H3O+, multipliée par la concentration de l'acide, le tout divisé par la concentration de la base. Pareil à savoir, et à savoir aussi qu'on va lui associer pKb qui est égal à moins log de Kb. Alors les acides et les bases vont réagir dans l'eau, mais ils ne vont pas tous réagir de la même manière. Vous avez par exemple un acide fort ou une base forte qui lui va dans l'eau être totalement dissocié. Donc ça va donner une réaction totale dans le sens direct qu'on va symboliser avec une simple flèche. Donc ça va être une flèche comme celle-ci, une flèche simple entre les réactifs et les produits. Donc là je vais vous mettre les réactifs et les produits. Vous avez aussi un acide ou une base faible. Donc là, en fait, l'espèce va être faiblement dissociée lorsqu'elle va réagir dans l'eau. Ça va donner une réaction qui va atteindre un équilibre et qu'on va symboliser à l'aide d'une double flèche comme celle-ci. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va associer à l'acide et la base une constante. Ici, la constante pKa. Ici, la constante pKa, lorsque c'est un acide fort, elle va être inférieure à 0. Quand c'est une base forte, elle va être supérieure à 14. Et quand c'est un acide ou une base faible, pKa va être compris entre 0 et 14. Ça, c'est à savoir vraiment pKa, ça permet de connaître la force d'un acide ou d'une base. Ici, vous avez les exemples. Donc, plus Ka augmente et le pK diminue, plus la force de l'acide diminue. Oui, parce que K et pK sont inversement proportionnels, vu que pK égale à moins log de K. Et plus Ka diminue et pK augmente, plus la force basique augmente. Donc ici, vous voyez que plus le pK diminue, plus l'acide est fort. Là, on a carrément des pK négatifs, on l'a dit. Pour qu'un acide soit considéré comme fort, il faut qu'il ait un pK inférieur à 0. Et là, vous avez des acides qui sont très faibles, voilà, avec des
des valeurs de pKa qui sont assez élevées, donc qui sont vraiment supérieures à 14. Ici, au contraire, quand c'est supérieur à 14, la base elle est forte. Et quand c'est inférieur à 0, la base est faible. Ici, vous devez connaître le sens d'augmentation de l'acidité sur le tableau périodique. On va maintenant enchaîner avec la partie prédominance des espèces en fonction du pH. C'est une partie qui est assez importante. Vous allez voir les diagrammes de prédominance qui sont à maîtriser, à comprendre. Enfin, vous devez savoir les expliquer et vous devez savoir aussi les refaire si on vous demande de les refaire. Là, vous avez sous les yeux un diagramme de prédominance avec la distribution des pH en fonction, la distribution des espèces en fonction du pH. Là, vous avez la courbe en bleu qui est qui représente le taux de base dans la solution, et vous avez en rouge le taux d'acide dans la solution. Vous avez la zone tampon que j'ai déjà entourée. Et la zone tampon, c'est là où les deux courbes se croisent. Et c'est là où vous avez autant d'acide que de base dans la solution. C'est aussi l'endroit où le pKa est égal au pH. À partir du point pKa plus 1 jusqu'au pH 14, vous devez avoir une prédominance de base. Et à partir du point pK-1 jusqu'au pH égal à 0, vous devez avoir une prédominance d'acide. Ici, vous avez le même diagramme, mais de façon plus schématisée. Donc là, vous aviez vraiment les valeurs avec les courbes, c'était précis. Alors qu'ici, en fait, vous n'avez pas de valeur, à part la valeur du pKa et l'échelle de pH, Vous n'avez pas de valeur, c'est vraiment schématisé. Mais c'est le même principe. Là, vous avez un exemple. Alors, vous devez savoir refaire ça et vous devez savoir aussi, si on vous donne un couple d'acide-base, vous devez savoir refaire l'échelle, le diagramme de prédominance, et vous devez savoir aussi trouver les points importants, comme par exemple le point où vous avez autant d'acide que de base. Donc, ici, ça représente ce point-là, le point où les courbes se croisent. Ici, vous avez l'exemple avec l'acide carbonique, qui est un exemple d'ampholyte, donc un diacide. C'est pour ça qu'il a 2 pKa, 6,4 et 10,3. Là, vous avez les deux demi-équations. Et là, vous avez là le diagramme de prédominance. Là, vraiment, c'est une partie super importante qui est vraiment à maîtriser impérativement. C'est la méthode de résolution du calcul de pH. Ça, vraiment, c'est à apprendre par cœur. Vous devez savoir calculer le pH d'une solution. Que ce soit une solution acide, une solution basique ou les deux ensemble. Vous devez vraiment apprendre à calculer le pH pour le concours. Ça tombe tout le temps. Donc là, je vous ai mis les différentes étapes. Vous pouvez prendre un screen du diapo, sinon vous les avez exactement, vous avez exactement les mêmes dans le carnet. Là, vous avez les étapes avec l'explication de chaque étape. C'est un screen du diapo de la prof, donc vraiment c'est une source sûre. Vraiment, faut l'apprendre par cœur et il faut comprendre chaque étape. Là, vous avez les réactions et équilibres chimiques pour l'étape 1. Donc pour chaque couple,
vous devez faire l'équation, enfin la demi-équation. Ensuite, les constantes d'équilibre, comme je vous l'ai dit, Ka, Ke, c'est différentes constantes. Ke, c'est pour, c'est pour l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau. K, la constante d'acidité. Vous avez 3 espèces chimiques en solution. Enfin, vous devez en gros relever les différentes espèces chimiques que vous avez dans la solution. Vous avez En, donc ça c'est la relation d'électroneutralité de la solution. Donc en gros c'est les charges. Cm, conservation de la matière, parce que oui, on conserve la matière, il faut avoir à peu près la même chose dans les deux. Enfin en gros, rien ne se perd dans la réaction et rien ne se crée. Vous devez avoir la même chose des deux côtés de la réaction. L'approximation, donc ça pareil, c'est à apprendre. Et ensuite, vous devez calculer le pH. Ici, vous avez une partie du cours qui est importante à apprendre par cœur. C'est les formules à utiliser si vous êtes en présence d'un monoacide ou d'une monobase forte. En présence d'un monoacide fort, vous devez utiliser la formule pH égale à moins log de la concentration de l'acide, avec la concentration de H3O+, qui est égale à la concentration de l'acide, si la concentration de l'acide est supérieure à 10 puissance moins 6,5 mol par litre. En présence d'une monobase forte, vous devez à ce moment-là utiliser la formule pH égale à 14 plus log de Cb, avec la concentration de H3O+, qui est égale à Cb si Cb est supérieur à 10 puissance moins 6,5 mol par litre. Là, j'ai oublié une concentration molaire. C'est toujours des mols par litre. Méthode de résolution, donc calcul du pH. Là, c'est si vous êtes en présence d'un monoacide faible ou d'une monobase faible. Donc comment savoir si c'est une monobase faible ou monoacide faible? Soit c'est écrit dans votre cours, vous avez des exemples, soit c'est écrit dans l'énoncé, soit vous devez regarder le pKa. Normalement, dans les diapos précédentes, on vous a appris avec le pKa à savoir si c'est un acide fort ou une base forte, ou si, au contraire, c'est faible. Si vous êtes en présence d'un monoacide faible, vous devez utiliser tout d'abord la formule pKa plus log de Ca, qui est écrite juste ici. Si, après avoir utilisé ça, vous trouvez un résultat inférieur ou égal à moins 1, ça veut dire que l'espèce se comporte comme un acide fort, et à ce moment-là, il faut utiliser la formule pH égale à moins log de Ca. Si c'est compris entre moins 1 et 2, à ce moment-là, elle se comporte comme un acide de force moyenne, et à ce moment-là, il faut utiliser cette formule. Et si c'est supérieur ou égal à 2, il faut utiliser cette formule puisqu'elle se comporte comme un acide faible. Alors on va vous donner des exemples de résolution dans les TD. Si vous n'avez pas compris comment c'est, pas de panique. Vraiment, on va vous apprendre à utiliser les formules dans les TD. Pour la monobase faible, vous devez utiliser la formule pKa moins log de Cb. Et après, c'est le même principe que pour le monoacide faible. Sauf que c'est des valeurs et des formules différentes. Supérieur ou égal à 15, il faut utiliser la formule pH égale à moins log. pH égale à 14 plus log de Cb. Si c'est entre 12 et 15, pH égale à moins log de la concentration molaire de H3O+. Et si c'est inférieur ou égal à 12, pH égale à 7 plus 1,5 de pKa plus 1,5 de log de Cb. Donc ça, c'est vraiment à apprendre par cœur, à maîtriser à fond. Vraiment, ça tombe tous les ans. Il
faut le maîtriser. Ici, vous avez comment résoudre, comment trouver le pH d'un ampholyte. Donc d'abord, l'équilibre chimique. Ici, on va prendre les deux demi-équations. Chaque couple de l'ampholyte, on va le faire réagir avec l'eau. Chacune des équations, on va les additionner pour trouver l'équation finale de l'ampholyte. À cette équation, on va associer les constantes d'équilibre. Donc normalement, si c'est un ampholyte, il y a deux constantes d'équilibre, deux constantes d'acidité, Ka1 et Ka2, avec l'espèce qui se comporte en tant qu'acide et l'espèce qui se comporte en tant que base. Et ensuite, après avoir trouvé les deux Ka, vous êtes en mesure de trouver les pKa, puisque pK égale à moins log de Ka. Et après, vous pouvez utiliser la formule écrite juste ici. Formule à apprendre par cœur et méthode à maîtriser absolument. Maintenant, on va passer au calcul du pH d'une solution tampon. Alors, qu'est-ce qu'une solution tampon? C'est une solution avec une faible variation du pH. Donc, en gros, une solution où le pH varie très faiblement si on ajoute un acide ou une base forte ou même lorsqu'on la dilue. Donc là, la formule à utiliser ici, c'est pH égale à pKa plus log de Cb sur Ca. Et ici, vous avez les domaines de validité de la formule d'Henderson. C'est celle-ci la formule d'Henderson. Et vous devez l'utiliser si vous êtes en présence d'une solution tampon et si cette solution tampon correspond à ce domaine de validité. Vraiment, le domaine de validité, il est à apprendre par cœur. Et la formule aussi, et à apprendre par cœur. Chaque formule de ce cours est vraiment à maîtriser et à apprendre par cœur. Et toutes les méthodes aussi, parce que ça peut tomber au concours. Vous aurez forcément un calcul de pH et vous ne savez pas sur quoi ça va tomber. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous entraîner dans les QCM parce que je sais qu'au début, quand on n'a pas la méthode, c'est pas c'est pas super facile. Mais vous allez voir que plus vous allez maîtriser la méthode, plus ça va être facile pour vous. Ici, vous avez un résumé avec toutes les formules qu'on a vues dans le diapo et dans le carnet. C'est un résumé que va vous donner la prof, ce qu'elle nous avait donné l'année dernière. Et c'est vraiment tout ce qu'il faut apprendre pour le concours. Vraiment, à toutes les méthodes à maîtriser. On va passer maintenant à la dernière partie du cours, la partie sur le titrage acide-base. Donc un titrage ou un dosage, ça a pour but la mise en présence d'un acide ou d'une base afin de déterminer la concentration de l'un des deux. Donc quand vous faites un titrage ou un dosage, vous devez avoir une courbe sigmoïde. Donc une courbe sigmoïde, c'est une courbe avec la forme d'un S, comme vous pouvez le voir juste ici. Et cette courbe, elle a des points qui sont à apprendre, des points qui sont importants. Vous avez par exemple le point ici, c'est le point d'équivalence. Et c'est celui qui va déterminer, qui va nous permettre de déterminer la concentration de l'acide ou de la base, vu que c'est le point où vous avez autant de quantité de matière d'acide que de quantité de matière de base. Vous avez aussi les points de demi-équivalence. Les points de demi-équivalence, c'est des points où vous avez une solution tampon et où vous allez avoir autant d'acide que de base. Et c'est aussi les points où vous allez pouvoir déterminer le pKa des couples. Du coup, voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que vous avez compris. Si par exemple vous avez des questions sur ce cours, si j'ai pas été claire sur certains points ou si j'ai pas expliqué certains points, vous pouvez poser des questions sur le forum ou le Discord. Je sais pas ce qui sera disponible à ce moment-là,
mais je pense que ce sera plus le forum. Du coup, n'hésitez pas à ce moment-là à aller poser des questions sur le forum et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, bonne révision.